L'été en Pays du Maine. Une escapade proposée par Radio Fidélité Mayenne et RCF Sarthe. Le visiteur qui pénètre dans ce musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien, où je vous invite aujourd'hui, est accueilli par l'allée des géants, de grandes statues, un peu étranges, un petit peu monumentales aussi. Ces statues qui sont une sorte de préambule à la visite de ce musée Robert Tatin, où nous accueille le directeur. Bruno Godivier, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes ici dans la maison que Robert Tatin avait achetée, qu'il a aménagée en musée. Alors à l'origine, il s'est installé à Cossé-le-Vivien. Il avait 60 ans. Il a passé les 21 dernières années de sa vie ici à construire une œuvre monumentale, une sculpture monumentale qu'on découvre aujourd'hui. Mais à l'entrée de cette allée, à l'origine, c'était le chemin communal tout simplement qui menait à sa maison. Il a demandé l'autorisation au conseil municipal pour pouvoir mettre tout au long de ce chemin des sculptures qui représentent un petit peu la somme de ses expériences, de ses voyages, de ses rencontres. Ce sont des personnages formateurs pour lui, soit des personnages historiques comme Jeanne d'Arc et Vercingétorix, mais aussi des artistes qui l'ont intéressé, qui l'ont inspiré, qui ont aussi souvent marqué le XXe siècle. Parce que Robert Tatin, donc, il était mayennais, mais il a beaucoup vécu, acquis d'expérience au fil de ses voyages. Il est né à Laval en 1902, dans le quartier d'Avenières exactement, et puis il a eu une carrière d'artiste à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors une carrière très riche, il est très vite rentré dans les milieux artistiques, parisiens, culturels, qui essayaient de reconstruire après la Seconde Guerre mondiale, et puis il a aussi été un grand voyageur. Il a passé 5 années, notamment en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, au Chili. Il y a acquis une notoriété internationale. Et puis de retour en France, il s'est installé sur la Côte d'Azur, à Vence, exactement. La Côte d'Azur, à l'époque, bien sûr, beaucoup d'artistes y vivaient. On avait Cocteau, on avait Picasso. Et puis enfin, il est revenu sur sa terre natale, en Mayenne. Il y est arrivé en 1962. Cette allée des géants qui nous accueille, d'autres statues ornent cette allée, Bruno Godivier. Et par exemple, celle-ci qui est le verbe être. On dénote tout de suite les influences artistiques multiples et variées de Robert Tatin. Oui, Robert Tatin puise dans l'histoire, les légendes, les philosophies, dans les religions également. Il essaie en fait de trouver une sorte de langage universel pour que chacun puisse aborder librement son œuvre avec sa personnalité, avec sa propre culture. Alors pour ce qui est du verbe être, là c'est surtout une allusion à son enfance, bien sûr à l'école communale, mais aussi une réflexion sur la vie, comme le sont chacune de ces statues. Le verbe être est représenté la tête à l'envers. Il est débarrassé de ce qui pourrait être dans ses poches, il est débarrassé de tout ce qui est matériel, et puis il porte en fait la terre sur sa tête. La terre elle tourne et régulièrement elle se retrouve au-dessus de sa tête. Il porte un peu comme Atlas toutes les pensées du monde au-dessus de sa tête. Donc c'est aussi une réflexion sur l'homme, sur la place de l'homme dans le monde, dans l'univers, dans la société. Comme quoi il y a beaucoup de visites guidées, et c'est vraiment un conseil en fait que je donne à nos auditeurs, c'est de suivre ces visites guidées pour bien comprendre. Robert Tatin avait été très marqué aussi, entre autres, par la guerre. Oui, tout à fait. Alors pour lui, il a connu 2 guerres mondiales. La première, bien entendu, il était encore enfant. Mais la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il a découvert aussi toutes les horreurs de la guerre. Cette guerre, ce choc, l'a encouragé à s'exprimer, à exprimer une vision très humaniste, une vision très positive de l'humanité. Donc c'est aussi un message qu'il essaie de nous laisser pour l'avenir. Et il s'est installé là, vous le disiez, Bruno Godivier, en 62, avec son épouse, Lise. Et alors là, je tombe en arrêt devant une petite maison qui est vraiment charmante et évidemment décorée à la façon Tatin, avec un petit bassin, des fleurs, c'est très, très paisible, très bucolique. Et puis, je suppose, la tombe de Robert Tatin. Oui, tout à fait. Dès le début, il avait envisagé d'être enseveli, d'être inhumé devant sa maison, puisque la première sculpture qu'il réalise ici, c'est celle-ci, devant la maison, c'est la gardienne du tombeau. Cette petite maison est en effet très mignonne. Et nous voici là maintenant dans l'antre, cette adorable maisonnette, j'ai envie de dire en fait, dans laquelle ont vécu Robert Tatin et son épouse Lise. Donc vraiment une petite maison de poupée en fait. Oui, alors elle n'est pas si petite que ça, mais c'est vrai que c'est très dense, elle est très décorée, tout est vraiment resté en l'état. Robert Tatin a vécu dans cette maison et il y est décédé en 1983. Son épouse, elle a vécu dans la maison jusqu'en 1988. On peut donc aujourd'hui la découvrir telle qu'elle était, avec l'ensemble de tous les objets du quotidien qui y sont restés. Ça permet bien sûr de découvrir le quotidien de l'artiste, l'intimité de l'artiste, et puis aussi de se replonger dans l'histoire, de se replonger dans son époque. On peut y découvrir son atelier de peinture, par exemple.
là quelques œuvres encore inachevées, quelques ébauches d'œuvres qu'il a pu réaliser, notamment sa dernière peinture qui date d'elle de 1979, qui est restée en place dans l'atelier. Robert Tatin a eu une carrière d'artiste à plein temps pendant une 40aine d'années, donc il vendait énormément de ses œuvres. D'abord en Amérique du Sud, il y a eu un très gros marché. Il y avait notamment une galerie internationale argentine à l'époque qui diffusait ses œuvres à travers le monde. Et puis de retour en France, il a exposé dans des grandes galeries également internationales. En fait, il y a plusieurs milliers, peut-être dizaines de milliers d'œuvres de Robert Tatin éparpillées un petit peu partout dans le monde. On en retrouve régulièrement. Voici, après cette visite express de la maison, nous voici dans le jardin, la cour. Robert Tatin a fait ce que lui il appelle le jardin des méditations, c'est-à-dire un lieu né d'une méditation, mais aussi un lieu méditatif. On le voit, c'est un lieu extrêmement paisible, qui est totalement clos de murs. Il y a tout de même 2 escaliers qui entraînent notre regard vers le ciel. Ce n'est pas un endroit non plus où on est enfermé. C'est un endroit en fait où on peut venir réfléchir, où on peut venir rêver, comme le faisait lui-même Robert Tatin. Et avec beaucoup encore de statues qui prêtent à la réflexion. On a d'abord une statue qui s'élève vers le ciel, qu'il appelle Notre-Dame tout le monde et qui sert d'axe au musée, puisque le musée est orienté est-ouest. À l'est, on a la porte du soleil, du côté du soleil levant tous les matins, et puis à l'ouest, au couchant, la porte de la lune, avec aussi peut-être une allusion à ses voyages en Amérique du Sud. Il a également donné un sens de lecture à son musée. Le musée se découvre d'est en ouest, autour du bassin en forme de croix, dans le sens du cadran solaire, et puis une lecture dans le temps. Il faut prendre son temps quand on découvre un musée. Robert Tatin a mis des petits personnages tout autour de ce bassin, ce sont les mois de l'année, c'est un calendrier. Tout autour de ce bassin, on a également des salles, dedans des peintures, des céramiques, des dessins, des lithographies, d'autres œuvres de Robert Tatin. C'est un artiste extrêmement prolifique, et là on peut vraiment découvrir une partie, un éventail de tout ce qu'il a abordé comme domaine. Alors, merci beaucoup Bruno Godivier de cette visite express. Et puis s'il fallait une preuve supplémentaire de la renommée de ce musée Robert Tatin, eh bien la Poste nous la donne, puisqu'un timbre célébrant ce lieu emblématique s'est dévoilé les 12 et 13 juillet. Et forcément, pour nous en parler, eh bien un des invités qui était un petit peu incontournable, c'est Sébastien Granger, qui est président du club philatéliste de Laval. Sébastien Granger, bonjour. Bonjour. Donc oui, après quelques années, on attend toujours. Et voilà, le timbre sur Robert Tatin sort, qui représente la Porte du Soleil en plein milieu du musée, donc une belle œuvre artistique. C'est vraiment une belle reconnaissance pour ce musée. Ah oui, parce que ce musée il reçoit quand même 40 000 personnes tous les ans, donc c'est une reconnaissance. Et c'est vrai qu'avoir un timbre, ça permet de faire voyager dans toute la France, même au-delà, puisqu'il y a déjà des philatélistes extérieurs à la France qui m'ont envoyé des commandes, ou des précommandes, on va dire. Voilà. Mais alors comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une procédure particulière pour que la Poste décide de faire un timbre à l'effigie d'un lieu ou d'une personne, bon, là en l'occurrence d'un lieu et d'un musée ? Donc oui, il y a un dossier à monter et il y a un certain temps à mettre entre la demande. Beaucoup de demandes sont faites, peu sont honorées parce que forcément c'est quand même un beau travail et puis on peut pas mettre n'importe quoi sur un timbre. Mais voilà, la demande est faite quelques années à l'avance. Donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant d'avoir un timbre en Mayenne. Est-ce que vous savez combien il y a de timbres par an qui sortent à l'effigie de monuments ou... Une petite vingtaine. Ah oui, quand même. Quand même. Donc voilà, mais c'est vrai que souvent c'est des grands monuments, on a souvent des châteaux, mais on a peu de musées un petit peu modernes, on va dire, parce que c'est pas forcément l'art qui est représenté. Souvent on parle des peintres un peu plus anciens. Robert Tatin est quand même quelqu'un du siècle 1902, il est né en 1902, il a commencé... Il est du siècle précédent, mais quand même presque contemporain. Il est contemporain quand même à beaucoup de gens encore qui vivent. Ils ont connu Robert Tatin à Cossé en train de monter ses statues. Vous disiez, il y a déjà des philatélistes qui sont sur les rangs, parce que je crois que le premier timbre, les timbres des premiers jours, ont une valeur particulière pour les collectionneurs. Oui, exceptionnellement. Voilà, il y aura un cachet avec... Cossé-le-Vivien le 12 juillet 2024, donc représente... Le cachet de la Poste faisant foi, c'est ça ? C'est le premier jour, cachet premier jour à Cossé-le-Vivien, et il représente la petite maison qu'on a juste à l'entrée du musée, la maison de Robert Tatin, donc, et c'est ce cachet-là que les philatélistes veulent avoir à côté sur le timbre, forcément, et voilà, c'est pour ça qu'il y a des précommandes, des choses comme ça, des gens qui sont intéressés pour l'avoir. Et ça ne sera qu'à Cossé-le-Vivien. Ce timbre-là, il coûte combien ? Le prix d'un timbre ?
Ah oui, c'est un prix normal, c'est 1,29 €, c'est le prix d'une lettre normale qu'on expédie. Donc c'est vrai qu'on pourra l'expédier toute l'année, mais il n'aura jamais le cachet premier jour de Cossé-le-Vivien du 12 juillet. Voilà. Et ça, si les collectionneurs sont sur les rangs comme ça, c'est parce que ça peut monter après, dans quelques années, on peut imaginer que ce timbre prenne de la valeur ? Prennent de la valeur peut-être pas, mais voilà, soit intéressant parce que les premiers jours, on en a pas, en Mayenne, on n'en a pas beaucoup. Après, voilà, c'est aussi la renommée du musée qui va faire il est connu, il est reconnu surtout, et donc les premiers jours sont toujours intéressants. C'est le deuxième. Il y en a eu un dans les îles. Je cherche. Mais voilà, c'est le deuxième où il y avait une toile de représenter Robert Tatin. Mais sur le musée, c'est vraiment le premier. Quand même, oui, vous nous apprenez qu'il y avait déjà eu une reconnaissance. Oui, je cherche l'île où c'est. À force de travailler dessus, on oublie, mais une de ses peintures. Là, c'est vrai qu'on parle plus de sa sculpture, donc Robert Tatin au musée est plus représenté par ses sculptures. C'est exact. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Granger. Donc beaucoup d'attrait pour venir visiter ce musée Robert Tatin. Et puis le musée est ouvert également toute l'année, oui, et particulièrement cet été en juillet et août, tous les jours de 10h à 19h. Voilà, merci. Merci à vous. C'était l'été en Pays du Maine. Une proposition coproduite par Radio Fidélité Mayenne et RCF Sarthe.